Premier tournant stratégique de la Grande Guerre à l'Ouest, la victoire de la Marne a longtemps été qualifiée de miraculeuse. Pourtant, l'étude détaillée des opérations montre la supériorité de l'état-major français sur le grand état-major allemand. Pourquoi le plan Schlieffen a-t-il échoué après plus de 20 ans de réflexion et de planification ? Que s'est-il vraiment passé entre les rives de l'Ourcq et le Grand Couronné de Nancy entre le 5 et le 12 septembre 1914 ? Comment l'armée impériale allemande, considérée comme le meilleur outil militaire de l'époque, a-t-elle été stoppée par l'armée française commandée par Joffre ? 5 septembre 1914, vers midi. Des artilleurs allemands du 7e régiment d'artillerie de réserve sont à Monthyon. Ils voient déboucher les avant-gardes de la 6e armée Monory dans la plaine de France et ouvrent le feu. La bataille de la Marne vient de commencer. Depuis le 2 août 1914, la guerre est déclarée entre la France et la Russie d'une part et l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie d'autre part. Après l'entrée de l'armée impériale allemande en Belgique, neutre, les Britanniques sont eux aussi entrés en guerre aux côtés de la France et de la Russie. Après l'invasion d'une grande partie de la Belgique et l'échec de la bataille des frontières pour les Français, les Allemands sont aux portes de Paris. Que s'est-il passé pour en arriver là ? Depuis 1891, l'OHL, le grand état-major allemand, dirigé par Schlieffen puis Moltke le Jeune, planifie une guerre sur 2 fronts contre la France et la Russie. Les Allemands ont décidé de porter le premier coup contre la France avant de se retourner contre la Russie, dont la mobilisation est jugée plus longue à mettre en œuvre. Depuis le 1er janvier 1906, Moltke le Jeune remplace Schlieffen. Cette nomination peut apparaître a posteriori comme la principale cause de l'échec du plan qu'il va amender et dont il va superviser l'exécution à l'été 1914. Toutefois, en étudiant le profil de chacun de ses concurrents pour ce poste clé, il apparaît qu'il représente une solution de compromis aux yeux du Kaiser. Cependant, cette décision fait l'objet à l'époque de vives critiques de la part d'importantes figures de l'armée impériale. Dès avant sa nomination, Waldersee écrit « L'impression que laisse cette nomination va faire dans l'armée auprès de ceux qui ont le moindre jugement est d'abord celle de l'étonnement et ensuite celle d'une profonde désolation. » Dans la même veine, le général Wagner, un des anciens professeurs de Moltke le Jeune à la Kriegsakademie, se prononce lui aussi contre cette nomination dans des termes très durs. Ce monsieur pourrait devenir fatal. Il semble également que les liens d'amitié entre Moltke le Jeune et le Kaiser, qu'il l'appelle Julius, et qui datent de leur adolescence, expliquent aussi le choix de Guillaume II. Si sous plusieurs aspects, Moltke le Jeune est imprégné des mêmes idées que son prédécesseur, il est malgré tout porteur d'autres vues parfois très différentes et qui vont jouer un rôle déterminant sur les modifications qu'il apportera au plan initial. La plus importante vient de sa vision opérationnelle beaucoup plus inspirée par le paradigme de Kahn que celui de Leuthen. En 1911, il résume ainsi sa pensée sur cette orientation essentielle. Le concept d'anéantissement ressort plus fortement d'une attaque simultanée contre les 2 flancs que d'une attaque contre le front et contre le flanc de l'ennemi. Un double enveloppement est particulièrement efficace quand des forces importantes avancent simultanément contre les 2 flancs de l'adversaire. La fixation du front ennemi, qui est toujours de la plus grande importance au cours d'une attaque qui vise à l'enveloppement d'un seul flanc, perd sa signification au cours d'un double enveloppement. Sa conception du commandement s'appuie totalement sur le concept de l'Auftragtaktik. Comme son prédécesseur, plus élevé est un niveau de commandement, moins il doit interférer dans les tâches des commandants subordonnés. Il ne néglige pourtant pas le rôle que doit jouer le commandant en chef dans la direction des opérations et insiste sur le fait que celles-ci n'auront plus beaucoup de points communs avec les exercices d'état-major. Il formule même des observations que l'on peut qualifier de prémonitoires. Sur le vaste théâtre des opérations, la direction suprême ne pourra pas toujours amener chacune de ses armées à se battre dans des conditions favorables, mais elle peut et doit avoir un grand but, nettement reconnu,
poursuivi logiquement et tendre sans cesse vers lui de toutes ses forces. Ce but sera toujours la recherche de la décision contre la masse principale des forces ennemies et son écrasement. Ce n'est que de cette façon que la pensée et la volonté pourront vaincre la matière. Mais si les combats isolés inévitables des différentes armées conduisent à la dislocation des forces du fait que chaque armée poursuit ses buts particuliers, pour lesquels la volonté de travailler en commun n'est plus la règle déterminante, alors la direction suprême aura laissé les rênes lui échapper des mains, elle n'aura pas su, dans les mouvements et les combats de ces groupements isolés, réaliser l'unité nécessaire. C'est dans cet état d'esprit que dès 1906, à l'inverse de son prédécesseur qui n'avait tracé que les grandes lignes de la mobilisation et de la concentration, Moltke va certes en modifier certaines, mais il va en introduire peu à peu le déroulé chronologique de l'exécution des manœuvres à opérer pour obtenir la capitulation de la France en 45 jours environ après le début de la mobilisation. Tout d'abord, Moltke décide de renforcer l'aile gauche du dispositif allemand afin de mieux contrer l'offensive française qui sans doute s'effectuera en Lorraine. Ce renforcement prend au départ un caractère exclusivement défensif afin de protéger les territoires d'empire de l'invasion. Mais à partir de 1911, cette modification prend une tournure résolument offensive afin d'envelopper plus rapidement l'armée française lancée massivement en Lorraine. C'est un retour surprenant au paradigme de Cannes. La 5e armée allemande, jusqu'alors partie intégrante de l'aile marchande, voit son secteur d'opération glisser vers l'est pour garantir la protection de la charnière du dispositif allemand face à une attaque française dans le secteur de Metz-Thionville. En plus de cette modification majeure d'orientation stratégique, Moltke doit également modifier le dispositif de son aile droite et notamment régler l'épineux problème que représente la traversée éventuelle du territoire néerlandais dans la région de Maastricht, prévue par Schlieffen. L'idée d'un passage par le sud du territoire néerlandais est finalement abandonnée en 1914. L'armée allemande se concentrera d'abord sur les forts de Liège, puis au sud de cette position fortifiée pour pouvoir pénétrer en profondeur dans le territoire de cet État neutre avant d'atteindre les frontières françaises. Au début du mois d'août 1914, les deux pays comptent sur des armées dont les forces sont à peu près égales, d'autant que la British Expeditionary Force vient renforcer l'armée française. Si les Allemands bénéficient d'une supériorité en artillerie lourde, les Français bénéficient du 75 avec sa cadence de tir supérieure. Tactiquement, l'infanterie attaque de la même manière en privilégiant l'attaque en ligne. Seul l'emploi des mitrailleuses est plus abouti dans l'armée allemande. L'essentiel se joue donc sur le commandement, le contrôle et les communications dans cette nouvelle forme de guerre qui émerge avec le conflit. Pour mener à bien sa mission de commandant en chef, Moltke est secondé par le quartier-maître von Stein. Considéré comme un officier d'état-major hors pair, on pourrait s'attendre à ce qu'il assume le rôle que jouera en 1916 son lointain successeur à ce poste, le général Ludendorff, et qu'il pourra pallier les déficiences liées à l'état de santé de Moltke. Mais il ne s'investit que très peu dans son rôle, et son action se limite à la gestion de la logistique de l'armée impériale et à la rédaction du rapport quotidien de l'armée. Ce comportement n'est pourtant pas surprenant de la part d'un homme qui déclare en 1913 « Parfois, je me demande s'il n'est pas temps d'en finir. J'ai derrière moi 30 ans de service et l'an prochain, j'aurai 60 ans. » Puisque Moltke et Stein ne sont pas capables de mener à bien leur mission, pourtant déterminante, un conseil de direction des opérations se crée de manière improvisée avec l'assentiment de Moltke sous la direction d'un triumvirat qui, de facto, va assumer totalement ou partiellement le commandement opérationnel du 2 août au 14 septembre 1914. Il est composé de 3 officiers du grand état-major, le lieutenant-colonel Van Doms, qui dirige la section politique, le lieutenant-colonel Tappen, en charge de la section des opérations, et surtout le lieutenant-colonel Hensch, chef de la section des renseignements sur les armées étrangères. De ces 3 hommes, Doms est le plus discret. Ce sont surtout Hensch et Tappen qui jouent les premiers rôles. Ce sont eux les têtes pensantes de ce conseil.
Tappen, considéré comme un très bon officier d'état-major, a été repéré dès 1913 par Ludendorff. À l'instar de ce dernier, et conscient de la primauté de la section qu'il commande, il devient le premier conseiller de Moltke. Cela n'est pas sans poser à la fois des problèmes dans ses rapports avec Stein, mais aussi avec Doms et dans une moindre mesure avec Hensch, qu'il considère parfois comme un rival. Il est réputé intelligent et travailleur, mais il est également connu pour son côté sédentaire, ce qui jouera un rôle dommageable dans le choix de la localisation de l'OHL au mois d'août. De plus, il est perçu comme carriériste, ne reculant devant rien pour poursuivre son avancement. Par ailleurs, il est très indépendant, y compris avec les membres de sa section qui ne sont pas associés à l'élaboration des directives opérationnelles. Pour ne rien arranger, il se comporte comme un véritable bureaucrate et surveille notamment la ponctualité de ses collaborateurs. En bon disciple de Moltke, il considère qu'il n'est pas nécessaire d'exercer un commandement autoritaire sur les chefs d'armée. Enfin, une de ses missions quotidiennes consiste à préparer le compte-rendu que Moltke doit présenter au Kaiser. Alors que Moltke est victime d'une santé fragile et qu'il doit s'appuyer sur ce triumvirat composé de certains membres de son état-major, qu'on se penche ensuite sur le profil des généraux retenus pour commander les 7 armées allemandes, on est encore plus surpris par certains choix, et notamment ceux qui concernent les généraux des 1e et 2e armées, qui représentent les 2/3 de l'aile marchande. Le premier choix surprenant concerne le général von Kluck, âgé de 68 ans et vétéran des guerres d'unification, choisi pour commander la 1re armée allemande en raison de ses compétences en matière de guerre de siège, car il va devoir gérer le siège de Paris. Il faut l'intervention de Guillaume II pour confirmer ce choix. Par ailleurs, son chef d'état-major, le général von Kuhl, bien que membre de l'OHL depuis 1897 et protégé de Schlieffen, ne possède aucune expérience ni du commandement ni de la direction d'un état-major d'un corps d'armée. Il semble ne devoir son poste qu'à son statut informel de meilleur élève de Schlieffen. Dès le début des opérations, il va prendre l'ascendant sur von Kluck et lui imposer littéralement sa volonté. Le vieux général se contentant d'entériner les plans de son ambitieux chef d'état-major. Plus grave encore, Kuhl n'est pas en accord avec une partie des modifications du plan Schlieffen entreprises par Moltke. Enfin, sur le plan personnel, Kuhl et Hensch sont en froid depuis mars 1914. Cela aura un rôle déterminant dans leur relation à partir du 5 septembre. Le second choix concerne le commandant de la 2e armée, le général von Bülow. Lui aussi est âgé de 68 ans et comme von Moltke, il n'est pas au mieux de sa forme. Il est en effet atteint d'artériosclérose depuis quelques années. Comme Moltke, la guerre le surprend alors qu'il est en cure de repos. Par ailleurs, il est atteint d'une surdité qui ne cesse d'empirer et qui rend de plus en plus difficile toute communication avec son entourage. Pour ne rien arranger, von Bülow est connu pour son entêtement excessif et son tempérament plutôt pessimiste. Toutefois, il est choisi par Moltke dès le 18 août pour coordonner les opérations des 1e, 2e et 3e armées qui constituent l'aile marchande. Pour le seconder dans une telle tâche, il aurait été là encore logique de le seconder par un chef d'état-major éprouvé. C'est pourtant le général von Lohenstein, qui lui aussi est malade, qui est choisi pour ce poste. Il souffre en effet depuis 1890 de la maladie de Basedow, qui se manifeste par un goitre, des troubles cardiaques, les yeux à fleur de tête, de fréquents changements d'humeur, une grande irritabilité et des insomnies qui provoquent une très grande fatigue. Bref, le portrait idéal d'un chef d'état-major qui doit assumer cette mission pour une armée, mais également assurer la coordination des 2 autres. Aussi, à l'instar de Kluck, qui s'efface au profit de von Kuhl, Lohenstein s'efface également au profit de son chef de bureau opération, le major Mathès. Heureusement, Bülow et Lohenstein entretiennent de bons rapports. Reste pas moins que le sort de l'aile marchande de l'armée allemande en charge de la mission principale du plan Moltke de Schlieffen repose en partie sur les épaules d'un simple chef de bureau d'état-major. Pour assurer le commandement, le contrôle et la communication des armées allemandes, l'OHL s'installe à Coblence puis à Luxembourg, soit à plusieurs centaines de kilomètres de la ligne de front et notamment de l'aile marchande. Moltke et son état-major peuvent communiquer
grâce à un corps de transmission créé en 1912 et placé sous la direction du général Balquet. Fantassin de formation, il ne connaît rien à cette arme technique et ne s'intéresse absolument pas à ses nouvelles responsabilités. De plus, en 1914, les personnels dont il dispose, environ 3000 hommes, qui servent dans ce corps ne sont pas tous issus du service impérial des postes et télégraphes, dont plus de 80 000 employés sont envoyés se battre dans des unités de première ligne, au lieu d'apporter leur savoir-faire dans ce domaine vital. Ce sont donc majoritairement des soldats sans expérience technique qui opèrent les réseaux de communication. Enfin, la taille de ce corps des transmissions est bien trop limitée pour assurer les communications quotidiennes des 7 armées fortes de près de 2 millions d'hommes. Le télégraphe filaire a prouvé sa viabilité depuis la guerre de Sécession jusqu'à la guerre des bourgs, et toutes les armées modernes y voient un moyen sûr de transmettre des ordres. Cependant, les problèmes rencontrés par l'armée japonaise pendant la guerre russo-japonaise ont influencé les choix de l'OHL qui décide de renoncer à la télégraphie filaire à partir de 1910, bien que son efficacité ait été testée et prouvée au cours de plusieurs manœuvres et que son utilisation par des personnels formés s'avère facile. Les Allemands vont préférer l'option du téléphone, qui permet une conversation directe. Mais face aux destructions opérées par les Belges et les Français sur les réseaux téléphoniques et télégraphiques, ce choix va s'avérer désastreux, notamment pour maintenir des communications régulières avec les armées de l'aile marchande. Pour pallier ces problèmes, les Allemands ne peuvent se reposer que sur des transmissions radio. Pourtant, là encore, leurs moyens sont inadaptés. Tout d'abord, les messages radio doivent être codés puis décodés, ce qui allonge le délai de transmission. Aussi, ils doivent être courts, et si ce n'est pas le cas, il faut les envoyer en plusieurs parties. L'OHL est équipé d'un seul poste radio, et le personnel pour décoder les messages est insuffisant. Par ailleurs, le poste ne sert pas que pour les messages d'ordre militaire. Il gère également les messages, parfois à caractère privé, du quartier général du Kaiser. Pire, c'est qu'il n'existe aucune hiérarchisation entre les messages qui sont décodés par ordre de réception. Le grand état-major dispose également d'un transmetteur morse d'une portée de 450 km, mais cela l'empêche de facto de communiquer directement avec les premières et deuxièmes armées depuis le Luxembourg. Nous sommes loin de l'image du Napoléon moderne évoqué par Schlieffen en 1908, qui dirigerait les opérations depuis une chaise confortable devant une large table entourée de postes de télégraphie, de téléphones et d'appareils de transmission, ainsi que d'une horde de camions et de motos. Contrairement à la légende noire de l'armée française, elle est mieux préparée à affronter les contingences liées au changement de paradigme de la guerre moderne. Tout d'abord, pour seconder Joffre, il peut compter sur 3 adjoints qu'il a choisis en fonction de leur adhésion à ses méthodes. Le premier d'entre eux, le général Belin, est le premier sous-chef de l'état-major de l'armée et devient major général. Viennent ensuite les généraux Berthelot et Depré, qui ont fonction d'aide-major. Le personnel du grand quartier général compte environ 50 officiers. Dès son installation le 5 août 1914, Joffre instaure une réunion pour faire le point 2 fois par jour sur la situation générale. Une vers 7 heures du matin et une seconde en fin de journée vers 20 heures. À l'inverse de Moltke, qui souhaite rester loin du front et près de Guillaume II, Joffre a à sa disposition son chauffeur privé, Georges Bouillot, le double vainqueur du Grand Prix de France en 1912 et 1913, toujours prêt à le transporter à vive allure vers n'importe quel point du front pour rencontrer ses généraux d'armée et prendre sur place la mesure de la situation et, le cas échéant, régler directement les problèmes. Pour compléter ce dispositif, Joffre prend soin de placer des officiers de liaison, véritables missi dominici, auprès de chaque état-major d'armée pour lui rendre compte directement du comportement des généraux et surtout veiller à l'exécution des ordres émis par le généralissime. Ces officiers, issus des jeunes Turcs, constituent autour de Joffre une sorte de garde rapprochée, garante de la doctrine offensive voulue par l'état-major depuis 1911. À l'inverse de l'armée impériale allemande, le système de transmission de l'armée française est bien plus moderne et bien plus efficace.
Chaque corps d'armée reçoit donc un détachement télégraphique d'environ 80 hommes. Le service de télégraphie de deuxième ligne est un service militarisé formé d'agents des PTT, connu sous le vocable de la Bleue. Il assure le service télégraphique et téléphonique de l'arrière. Il a la charge du maintien de la liaison entre le front et le reste du pays. Pour augmenter les capacités de transmission de l'armée française, un élément unique en Europe lui assure une supériorité technique incontestable sur ses ennemis, la Tour Eiffel. En effet, depuis décembre 1903, Gustave Eiffel a proposé au ministre de la Guerre d'utiliser la tour comme support d'antenne, tout en apportant une aide matérielle non négligeable. À partir de 1904, la Tour Eiffel devient une des plus importantes stations d'émission TSF du monde. Elle va permettre à Joffre de rester en contact permanent avec le grand état-major russe, tout en brouillant les communications allemandes tout au long des opérations. Malgré tout, les Allemands sont confiants dans la supériorité de l'OHL et de leur armée pour vaincre la France avant la mobilisation russe. Pourtant, dès le 15 août, premier anicroche dans le plan. Les Russes ont mobilisé plus vite grâce aux réformes mises en œuvre après leur humiliante défaite de 1905 contre le Japon. Ils ont notamment densifié leur réseau ferré dans la partie est de la Pologne pour accélérer la concentration de leurs armées. Après la bataille des frontières perdue par l'armée française, l'OHL interprète mal le repli français et croit revivre les heures victorieuses de l'été 1870. Or, il n'en est rien. Pire, la nouvelle de la victoire russe de Gumbinnen sème le trouble dans la tête de Moltke, toujours aussi fragile nerveusement. Il prélève alors plusieurs divisions pour les envoyer en renfort à l'Est, malgré les informations rassurantes transmises par Hindenburg et Ludendorff, qui viennent de reprendre en main le front russe. Si les Français et les Britanniques sont contraints de se replier, à la première occasion qui se présente, Joffre lance une première contre-attaque locale à Guise pour freiner les Allemands et gagner du temps. À cette occasion, il met en œuvre ses méthodes dynamiques et autoritaires de commandement. Il intervient directement sur place pour se faire obéir de Lanrezac, le chef de la 5e armée française. Après Guise, l'euphorie est à son comble à l'OHL, d'autant que l'annonce de la victoire de Tannenberg arrive au quartier général impérial dans la nuit du 30 au 31 août. À la première armée allemande, le chef d'état-major von Kuhl s'empare littéralement du commandement de l'armée avec l'accord tacite de von Kluck. Il va décider de modifier de lui-même le déroulement du plan Schlieffen-Moltke. Avant même la fin de la bataille de Guise, Moltke rédige une nouvelle directive générale pour la poursuite des opérations et revient sur le plan initial qui s'appuyait sur le paradigme de Cannae pour revenir de manière plus traditionnelle au plan initial de Schlieffen et au paradigme de Leuthen. Cette directive en date du 27 août précise qu'il s'agit donc, en portant rapidement l'armée allemande sur Paris, de ne pas laisser à l'armée française le temps de se reprendre, d'empêcher la création de nouvelles unités et d'enlever au pays le plus de moyens de défense. Sa Majesté ordonne que l'armée allemande se porte en direction de Paris. Précise enfin, toutes les armées devront agir en s'entendant réciproquement et en se prêtant un mutuel appui pour la conquête des différentes coupures du terrain. Si l'ennemi oppose une résistance forte sur l'Aisne et ultérieurement sur la Marne, il pourra être nécessaire de faire converger les armées de la direction sud-ouest dans la direction sud. L'ensemble de ces données démontre que de facto, Moltke revient sur le paradigme de Cannes au profit de celui de Leuthen. Néanmoins, la répartition des forces entre les deux ailes ne correspond pas aux dispositions recommandées par Schlieffen. Le 28 août au matin, l'aile marchande ne compte plus que 12 corps d'armée d'active ou de réserve et 2 corps de cavalerie pour réaliser une mission pour laquelle Schlieffen préconisait de rassembler 25 corps d'active et 2 de réserve. Le 1er septembre, Moltke s'enquiert de la situation de Kluck mais n'obtient aucune réponse. Le lendemain, l'OHL intercepte de nouveau un message de la 2e armée envoyé à la 1re, l'informant une fois encore que les Français sont en pleine retraite derrière la Marne et vers le sud, et que Bülow souhaite pousser ses avant-gardes au-delà de la rivière dès le lendemain. Moltke ne fait qu'entériner une fois encore l'initiative de son subordonné après une discussion avec Tappen.
Il considère que la décision peut être emportée au centre avec les 2e, 3e et 4e armées, en portant un coup décisif contre les principales forces françaises entre Paris et Verdun. Conscient que la 6e armée Monory est probablement repliée sur Paris, il transmet le message radio suivant aux 3 armées de l'aile marchande le 2 septembre au soir. Intention de la direction suprême de repousser les Français vers le sud-est loin de la capitale. La première armée suivra la seconde en échelon et assurera en outre la couverture du flanc des armées. Moltke ne prend aucune autre précaution que ce simple message pour transmettre l'information cruciale relative au nouveau changement de stratégie qu'il souhaite mettre en œuvre pour enfin parvenir à déborder la gauche française et la rejeter vers l'est. Ce message parvient encore une fois avec retard à von Kluck en raison des problèmes de communication. À ce moment décisif, la majorité des communications de l'armée von Kluck doivent d'abord être relayées par le quartier général de la 2e armée pour parvenir à l'OHL. C'est d'autant plus surprenant que depuis le 30, une liaison filaire permet de communiquer directement depuis Coblence et le quartier général de la 1re armée. Mais cette liaison a été mise en place par le service des étapes et personne ne songe à l'utiliser pour communiquer plus rapidement avec l'OHL. Cette grave erreur, qui incombe autant à Moltke et von Stein d'une part qu'à Kluck et Kuhl d'autre part, permet à ces derniers de s'affranchir presque complètement des ordres reçus et de mettre en œuvre leur propre stratégie. Kuhl, longtemps considéré comme un des meilleurs élèves de Schlieffen et s'inspirant du scénario du voyage d'état-major de 1905, a pris ses propres dispositions, car il ne veut en aucun cas que la 1re armée soit privée des lauriers de la victoire, convaincu depuis le début de la campagne que c'est à elle qu'incombe le rôle principal pour déborder la gauche française. L'attitude de Kuhl, qui, rappelons-le, est le véritable chef d'orchestre de la 1re armée, relève non seulement de la faute, puisqu'il désobéit aux directives de Moltke, mais aussi d'un certain dilettantisme, puisqu'il ne tient pas compte de l'apparition sur la Somme de la 6e armée Monory depuis le 27 août. Kuhl décide donc de ne laisser que le 4e corps de réserve de Van Gronow au nord de la Marne face à Paris. Le 3 septembre, grâce à des observations aériennes, Joffre reçoit la confirmation de l'infléchissement de la direction des armées allemandes, confirmée par des rapports concordants des 5e et 6e armées. Dans la nuit, il écrit le message suivant à Gallieni. Dès maintenant, une partie des forces actives du général Monory peut être poussée vers l'est, comme menace sur la droite allemande, afin que la gauche anglaise se sente appuyée de ce côté. Il serait utile de le faire savoir au maréchal French et d'entretenir de fréquentes relations avec lui. La journée du 4 septembre est cruciale pour Joffre, qui doit désormais déterminer le moment propice pour lancer la contre-offensive qu'il envisage depuis le 25 août. Il consulte son état-major et en particulier Berthelot. Il écrit à French pour lui faire part de ses intentions et lui précise qu'il est désormais certain d'engager la 6e armée depuis Paris et qu'il serait bon que la BEF se joigne à cette attaque en partant de la ligne du Morin. Le 4 septembre, en fin de soirée, l'ordre général numéro 6 de Joffre détermine clairement le rôle de chaque armée. Le dispositif suivant à réaliser pour le 5 serait toutes les forces disponibles de la 6e armée au nord-est de Meaux, prêtes à franchir l'Ourcq entre Lizy-sur-Ourcq et May-en-Mulsien dans la direction générale de Château-Thierry. L'armée anglaise établie sur le front Changy-Coulommiers face à l'est, prête à attaquer dans la direction générale de Montmirail. La 5e armée s'établira sur le front Coutasson-Épernay-Cézanne, prête à attaquer sur un axe sud-nord, le corps de cavalerie de Conneau assurant sa liaison avec l'armée anglaise. La 9e armée couvrira la droite de la 5e armée en tenant les débouchés sud du marais de Saint-Gon et en portant une partie de ses forces sur le plateau au nord de Cézanne. L'offensive sera reprise dès le 6 septembre au matin. Le 5 septembre au matin, les deux camps pensent que l'affrontement décisif aura lieu le 6. Les ordres sont donnés dans ce sens et les états-majors achèvent leurs ultimes préparatifs. Pourtant, malgré cette intense planification, la bataille va commencer de manière imprévue, le 5 septembre vers midi, au nord de Meaux. Les premiers combats commencent aux abords du bois du Télégraphe à Panchard, où la brigade marocaine attaque pour déloger les Allemands. Dans ses rangs, on compte le futur maréchal Juin,
qui sera blessé quelques jours plus tard. Les Marocains, fiers combattants, guerriers de l'Atlas, sont menés par des officiers comme Hugo d'Herville, qui tombe à la tête de ces hommes à la lisière du bois et sera enterré sur place. En fin d'après-midi, vers 17h, le 276e Héry, qui se trouve à l'est de Villeroy, reçoit l'ordre à son tour de se porter en direction de Monthyon, afin de s'emparer du village où se trouve l'artillerie allemande. À sa tête, le capitaine Guérin, qui est immédiatement tué dès le début de l'assaut. Rapidement, il ne reste plus qu'un seul officier, un lieutenant, un réserviste. C'est le poète Charles Péguy. Il décide de reprendre l'assaut à la tête de sa compagnie et sort son sabre avant de s'élancer. Il est immédiatement tué par une balle en pleine tête, laissant ses hommes seuls au milieu du champ. L'assaut n'ira pas plus loin. À 14h, alors que les combats ont commencé au nord de Meaux, Joffre, qui n'est pas encore informé, est inquiet par la prudence extrême du général French, le commandant de la British Expeditionary Force. Il décide de se rendre à son quartier général installé à Vaux-le-Pénil pour s'entretenir avec lui. La rencontre entre dans la légende de la bataille de la Marne. Lorsque Joffre arrive, il entre dans une de ses colères légendaires devant les atermoiements de French et frappe du poing sur la table en lançant « L'honneur de l'Angleterre est en jeu, monsieur le maréchal ». Ce à quoi le Britannique répond laconiquement « I will do my possible » et que Wilson traduit par « le maréchal a dit oui ». Même si Joffre considère que ces simples paroles équivalent à une promesse sous serment, l'ordre de marche rédigé le jour même par French pour le lendemain est plus équivoque. « The army will advance eastward with a view to attacking ». Pour pallier le problème posé par le repli plus au sud des Britanniques, Joffre demande à Gallieni de combler la brèche en engageant au sud de la Marne la 8e division d'infanterie pour garantir la liaison entre la 6e armée et la BEF. L'ensemble du dispositif allié est désormais en place. Grâce au transfert d'unités depuis l'est de la France et l'engagement des réserves, Joffre s'est assuré une légère supériorité numérique sur l'ensemble du front. 980 000 Français et 100 000 Britanniques font face à 750 000 Allemands. Mais surtout une supériorité numérique locale sur son aile gauche. 31 divisions d'infanterie contre 14 au matin du 6 septembre. Au centre du dispositif, le rapport de force est presque à l'équilibre. Le 5 septembre au soir, la bataille de la Marne a donc commencé malgré les plans des états-majors. La rencontre entre la 6e armée française et la 1re armée allemande aboutit au repli momentané de celle-ci derrière l'Ourcq, mais déjà von Kuhl a l'intention de mener sa propre bataille contre Monory, sans se soucier de son voisin von Bülow. Pour Joffre, la posture que doit désormais adopter l'armée française est clairement résumée dans son célèbre ordre du jour. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. À Luxembourg, alors que Moltke est de plus en plus convaincu du danger qui menace la 1re armée, l'ordre envoyé la veille est complété et détaillé par un nouveau message rédigé par Tappen. Dans ce message, il précise clairement qu'est prévue une offensive massive de l'Ouest prenant appui sur Paris. Mais ce message parvient trop tard aux intéressés pour modifier les dispositions prises depuis le 2 septembre. De plus, l'OHL reçoit un long message de Kluck dans lequel il confirme sa volonté de poursuivre sa marche vers la Seine. À Paris, force importante, vraisemblablement seulement en cours de rassemblement. Des fractions de l'armée en campagne peuvent bien y être ramenées, mais cela demandera encore du temps. Je propose d'exécuter la poursuite jusqu'à la Seine et d'investir Paris ensuite. Si l'investissement de Paris qui a été prescrit est exécuté, l'ennemi aura toute liberté de mouvement vers Troyes. Au lieu d'imiter Joffre et de prendre immédiatement la route pour régler ce nouvel acte de désobéissance, Moltke se contente d'envoyer un message laconique à Kluck, officier de la direction suprême en route avec instruction verbale.
Pour mener à bien une mission aussi délicate de recadrage, Moltke choisit d'envoyer le lieutenant-colonel Hensch, le chef de la section renseignement. Ce choix est logique puisque Hensch est le premier à recevoir les informations qui confirment la menace qui plane sur le flanc de la première armée. Pourtant, l'homme souffre de coliques néphrétiques et va devoir parcourir en voiture plus de 250 km pour rejoindre Rebais où est installé le QG de Von Kluck. Par ailleurs, Moltke ne peut pas ignorer qu'il existe un différend depuis le printemps 1914 entre Kuhl et Hensch. Enfin, ce dernier n'est pas porteur d'ordre écrit pour contraindre le récalcitrant chef d'état-major de Von Kluck. Bref, cette mission déterminante risque d'être compromise par le manque de discernement et de fermeté de Moltke. Malgré la visite et les instructions de Hensch, Von Kuhl décide donc de régler son compte à la 6e armée Monori seul. Il reprend donc le contrôle des 3e et 9e corps, alors sous la direction de Von Bülow. Il ne prend pas le temps d'attendre d'accuser réception de ces messages pour les mettre en route, quitte à placer son voisin en grande difficulté, mais surtout à compromettre l'exécution de l'ensemble du plan. La bataille sur l'Ourcq se poursuit. Au QG de la première armée allemande, Kuhl reçoit à 19h un rapport d'une mission de reconnaissance aérienne évoquant un engagement mineur près de Meaux. Mais peu avant minuit, Gronau réussit à téléphoner à Rebais pour faire un compte-rendu détaillé des combats acharnés de la journée et l'informe de son repli sur la Terouanne. Kuhl prend alors la mesure du danger qui pèse sur la première armée, danger que vient confirmer oralement Hensch qui arrive en début de soirée. L'accueil qu'il reçoit est glacial. Kuhl refuse qu'il puisse parler à Von Kluck. Pire encore, Hensch n'est pas informé de l'attaque de la 6e armée Monori. Après une âpre discussion, il obtient néanmoins que Kuhl stoppe dès le lendemain la marche vers le sud-sud-est de la première armée et qu'il se place enfin en position défensive face à l'ouest. Le 2e corps d'armée reçoit donc l'ordre de repasser la Marne et de marcher sur Lizy-sur-Ourcq pour renforcer Gronau. Dès le 6 septembre au matin, la 6e armée Monori reprend sa marche en avant pour bousculer les Allemands retranchés derrière la Terouanne. Les combats sont sanglants et malgré leur supériorité numérique, les Français ne parviennent pas à déloger les hommes de Gronau qui ont transformé chaque village, chaque cimetière, chaque ferme du plateau du Mulcien en autant de réduits défensifs. Toutefois, l'intensité des combats contre un Kuhl a ordonné en fin de journée le repli au nord de la Marne du 4e corps d'active, tandis que les hommes du 2e corps prennent position de part et d'autre du 4e corps de réserve pour stopper les Français. Conscient que la première armée fait désormais face à une armée tout entière, Kuhl, une fois encore, décide de ne pas demeurer dans la posture défensive ordonnée par Moltke et sur laquelle il a pourtant donné des garanties à Hensch avant son retour à Luxembourg le 6 au matin. Il réussit à convaincre Kluck que la 6e armée Monori peut être contre-attaquée et battue par fraction. En fin de journée, il ordonne donc le transfert du 4e corps d'actifs sur la rive droite de la Marne par la Ferté-sous-Jouarre. Les 3e et 9e corps les plus avancés vers le sud et temporairement rattachés à la 2e armée doivent se replier sur le Petit Morin sur ordre de Von Bülow. Néanmoins, Kuhl n'informe pas Bülow de son intention offensive. Le 6 au soir, il réalise que ces 3 corps d'armée déjà diminués par 3 semaines de campagne ne suffiront pas pour venir à bout de la 6e armée Monori. Kuhl espère alors pouvoir utiliser ces 2 corps d'armée d'actifs pour déborder Monori par le nord en les dirigeant sur Nanteuil-le-Haudouin. En fin de journée, les 2 corps d'actifs sont parvenus à décrocher en ordre et à s'aligner sur la droite de la 2e armée, conformément aux ordres de Bülow, et malgré un bombardement en règle par l'artillerie de la 5e armée. Le 7 septembre à 8h du matin, Kuhl envoie donc au QG de Bülow plusieurs messages dont celui-ci. Intervention 3e et 9e corps sur Ourcq nécessaire. Prière de les mettre en marche vers La Ferté-Milon et Crouy. N'obtenant aucune réponse et apprenant par un aviateur que la BEF fait mouvement vers le nord par les débouchés de la forêt de Crécy-la-Chapelle, Kuhl décide unilatéralement de reprendre le commandement des 3e et 9e corps et d'ordonner immédiatement leur repli vers le nord de la Marne, afin d'écraser d'abord la 6e armée avant de se retourner contre les Britanniques. Pour combler la brèche créée par ce repli entre les 1ère et 2e armées,
Kuhl se contente de déployer les 1er et 2e corps de cavalerie pour retarder les Alliés sur le Grand puis le Petit Morin. Cependant, l'action de ces deux unités n'est pas coordonnée, et dans leur combat retardateur, les cavaliers manqueront de défendre ou de faire sauter certains ponts, ce qui facilitera beaucoup la lente progression de la BEF. Malgré la présence d'avions et d'automobiles, aucun officier général allemand ne pense à les utiliser pour pallier les graves défaillances des transmissions radio entre les trois armées de l'aile marchande, mais aussi entre les corps d'armée et les QG d'armée. L'émission et la réception des messages en provenance ou à destination de l'OHL à Luxembourg est victime de la même impéritie. Le 6 septembre au soir, Moltke est aveugle, comme le sont ses chefs d'armée sur le terrain. Il ne peut plus intervenir sur la direction des opérations de son aile marchande. Sur le front de la 2e armée, Bülow, soutenu sur sa gauche par une partie de la 3e armée Vanhausen, attaque la 9e armée française de Foch entre Mondement et Fère-Champenoise. Les hommes de la 2e armée sont épuisés par les marches accomplies depuis la région de Liège. Pourtant, les combats sont là encore terribles. Les villages du secteur, notamment Mondement, changent plusieurs fois de main, mais l'équilibre des forces n'aboutit à aucune percée. Comme sur la Thérouanne au nord-est de Meaux, les combats acharnés se poursuivent tout au long de la journée du 7 septembre. Sur son aile droite, Bülow, conformément aux ordres de Moltke, a replié le 10e corps d'armée de réserve. Cumulé au repli des corps d'actifs de Kluck, qui n'a pas pu être coordonné faute de communication entre les deux armées, s'est créée une brèche de près de 50 km entre les deux armées, tout juste masquée par les deux corps de cavalerie. Face à cette brèche avancent enfin, mais prudemment, 3 corps d'armée britanniques. Au-delà des communications, cette situation est le fruit d'une nouvelle désobéissance manifeste de Kuhl aux ordres de Moltke, ordre précisé oralement par Ernst. Moltke, dépassé par la situation et totalement paniqué, écrit le jour même à sa femme une lettre où il déplore les rivières de sang qui ont déjà été répandues et les innombrables foyers et vies qui ont été détruites. Nous sommes loin des mots d'un Napoléon Ier ou d'un Frédéric II dans le tumulte de la bataille. Dans la nuit du 7 au 8, l'OHL reçoit un message de Kuhl daté du 7 au soir, message grâce auquel Moltke peut enfin comprendre les intentions clairement offensives de la 1re armée. Combat du 2e corps d'armée et 4e corps d'armée de réserve, a progressé par suite intervention du 4e corps d'armée d'active à l'aile droite vers la ligne Nanteuil-Meaux. 3e et 9e corps d'armée en marche vers champ de bataille. Attaque continuée demain avec perspective de succès. Corps de cavalerie couvre région de Coulommiers où aucun ennemi important ne s'est porté en avant. Sur le reste de la ligne de front, les Allemands tentent d'obtenir la décision depuis le 6 sur les 2 points de liaison entre d'une part la 9e et la 4e armée dans le secteur de Mailly et d'autre part entre la 4e et la 3e armée dans la région de Revilly. La bonne coordination de ces attaques est assurée par Moltke puisque les armées allemandes engagées sont en contact téléphonique permanent avec Luxembourg. Les combats qui durent jusqu'au 9 septembre sont terrifiants et les pertes des deux côtés sont lourdes. Les méthodes d'engagement des fantassins allemands n'étant pas supérieures à celles des Français. De son côté, Joffre, qui est constamment informé de l'évolution des opérations, doit intervenir pour calmer Gallieni qui s'exaspère de l'avance britannique, trop lente vers la Marne. Il télégraphie le jour même à Lord Kitchener pour lui réitérer toute sa confiance dans les actions entreprises par le maréchal French. Sur le plan stratégique, il n'a pas encore identifié l'importance de la brèche qui vient de se former dans le dispositif allemand. Dans son ordre d'opération numéro 7, il préconise donc de poursuivre la 1re armée de Kluck en direction du nord-est pour parachever la manœuvre d'enveloppement. Le 8 septembre au matin, de Verdun jusqu'à Cézanne, les Allemands ont réussi à repousser les Français au prix de lourdes pertes. À Revigny, le général Sarrail, commandant la 3e armée, est en difficulté car il est en situation de légère infériorité numérique pour contrer les attaques combinées de la 5e et de la 4e armée allemande. L'intervention du 15e corps d'armée en provenance de Lorraine permet finalement de tenir la trouée de Revigny. Dans le secteur de Vitry-le-François, l'armée de l'Angle de Cary est également bousculée. Mais là encore, l'arrivée du 21e corps d'armée à l'est de Mailly permet d'endiguer les assauts allemands.
Dès l'aube du 8 septembre, la 9e armée de Foch connaît une situation encore un peu plus difficile, notamment sur son aile droite qui est enfoncée sur un front large de 20 km et doit reculer de 12 km en abandonnant Fère-Champenoise. Foch engage de sa gauche la 42e division d'infanterie pour contenir la pression allemande. Tout au long de la journée, cette division se sacrifie pour au mieux ralentir la progression allemande. Même si la situation paraît critique, l'excellente coordination des armées françaises orchestrée par Joffre et son état-major permet de répondre rapidement à ce recul. À 21h, Foch et son chef d'état-major Weygand demandent à Franchet-des-Perrets le soutien d'une division. Le chef de la 5e armée lui offre mieux, 2 divisions d'infanterie et toute l'artillerie du 10e corps d'armée. La double intervention du 21e corps d'armée à l'est de Mailly et celle du 10e corps d'armée sur la droite de Foch a permis de stopper l'avance allemande au cours de combats meurtriers. Sur le front de l'Ourcq, la supériorité initiale de Monory n'est plus effective. L'aile gauche est en l'air à cause du repli de la 21e division de réserve et du corps de cavalerie Sordet, qui n'a pas pu mener de raid sur les arrières de l'armée von Kluck dans le secteur de la Ferté-Milon. Dans la nuit du 7 au 8, Monory a reçu des renforts, en partie acheminés par les taxis parisiens, qui vont entrer dans la légende de la bataille. Les ordres de Joffre pour la journée du 8 sont clairs. La 6e armée gagnera successivement du terrain vers le nord sur la droite de l'Ourcq. Pourtant, Monory pense qu'il peut employer ses forces pour déborder les Allemands par le nord. Alors que l'avance française gagne un peu de terrain au nord-est de Nanteuil-le-Haudouin, elle est finalement stoppée par le 4e corps d'armée d'active, renforcé par une division du 3e corps de la 1re armée allemande. Les assauts français le long de la Terouanne, au centre du dispositif allemand, sont également repoussés. Dans les 2 camps, les pertes sont terribles. Au sud, sur les rives de la Marne, les Allemands sont contraints de se replier sur les hauteurs de Congy-sur-Terouanne. Le 8 au soir, Gallieni rappelle Monory à la raison et lui demande de se placer en position défensive pour tenir le terrain conquis à tout prix. Monory assure Joffre qu'il défendra ses positions pied à pied et qu'il refusera son flanc gauche le cas échéant. De son côté, Kuhl dispose enfin au soir du 8 des 3e et 9e corps d'armée d'active qui viennent d'arriver sur l'Ourcq. Il ordonne donc de planifier pour le lendemain l'enveloppement de la 6e armée Monory par le nord. Dans la nuit, il transmet un message pour informer Moltke de ses intentions. La décision sera obtenue demain, par une attaque enveloppante depuis le nord sous la direction du général Van Cast, en provenance de Cuvergnon. En ce 8 septembre, le sort de l'ensemble des opérations se joue entre la Ferté-sous-Jouarre et Montmirail. Depuis le 7, French sait, grâce aux reconnaissances aériennes, que les Allemands se replient vers le nord. Cela ne provoque aucune accélération du rythme de sa progression, qui reste très prudente dans sa poursuite. Le 8, les orages de l'après-midi ralentissent encore les Britanniques qui ont atteint le Petit Morin à midi. À 20h, Joffre, excédé et désormais conscient de l'ampleur de la brèche qui existe entre les 1re et 2e armées allemandes, envoie un communiqué pour lui demander d'exploiter cette situation en marchant vers le nord-est avant que les Allemands ne se renforcent. Depuis le 6 septembre, la Bef n'a alors parcouru que 40 km face à un simple rideau de cavalerie et une supériorité numérique d'au moins 10 contre 1. Dans le même temps, l'aile gauche de la 5e armée et le corps de cavalerie Conneau poursuivent leur avance, mais toujours selon l'ordre général numéro 7. Aussi, Joffre manque une opportunité historique en dirigeant la 5e armée vers le nord par Montmirail et non le nord-est pour exploiter la brèche entre Kluck et Bülow. Cela est d'autant plus regrettable que sur l'aile gauche de la 5e armée, la journée est marquée par la belle victoire tactique du 18e corps à Marché-en-Brie, qui crée un vent de panique au QG de Bülow. Cette action offensive mineure entérine définitivement la séparation des opérations entre l'armée von Kluck et les autres armées allemandes. À Luxembourg, le 8 septembre au matin, le comité informel de l'OHL se réunit dans le bureau de Tappen, sans qu'on puisse encore déterminer aujourd'hui avec certitude si Moltke assiste ou non à cette réunion. L'objectif est de discuter de la brèche constatée entre les 1ère et 2e armées. Les membres du comité n'ont qu'une seule information précise au sujet des intentions de Kuhl grâce aux messages reçus pendant la nuit. La 1ère armée tente désormais d'envelopper la 6e armée Monory avec toutes ses forces. Ils n'ont pas d'idée précise sur la situation de l'armée von Bülow.
Il faut donc rapidement savoir ce qui se passe sur place, et un officier est de nouveau choisi pour effectuer cette mission. Enscht. Le choix est justifié tout d'abord par son premier voyage sur place les 5 et 6 septembre, mais aussi parce que Moltke, s'il a assisté à la réunion, ne veut pas se séparer de Tappen dont il juge la présence indispensable à ses côtés. L'objectif de ce qui rentrera dans l'histoire comme la mission Enscht ne se limite pas à une visite auprès des états-majors des 3 armées de l'aile marchande. Enscht doit visiter l'ensemble du front de l'Argonne à l'Ourcq. Il reçoit comme directive spécifique d'ordonner un repli de l'aile marchande sur une ligne Sainte-Menou, Reims, Fismes, Soissons, si la situation de la première armée le nécessite. Selon le témoignage du capitaine Koenig, qui accompagnera Enscht pendant son périple, Moltke aurait vu Enscht en tête-à-tête avant son départ et lui aurait confié oralement les pleins pouvoirs, Vollmacht, pour le représenter. On ne peut que s'étonner de l'absence d'ordre écrit, clair et précis pour justifier la mission d'un simple lieutenant-colonel d'état-major, notamment pour éviter toute polémique future, mais aussi pour convaincre un Kuhl récalcitrant et désobéissant depuis le début de la campagne. De plus, à l'inverse des nombreux déplacements de Joffre en voiture, on ne peut que s'interroger sur la passivité de Moltke, qui, malgré la gravité de la situation, préfère demeurer à plusieurs centaines de kilomètres du front, au lieu d'intervenir en personne. Ce que regrette vivement Enscht en se confiant à Koenig pendant le trajet. À 18h45, ce 8 septembre, les 2 officiers arrivent enfin à Montmaur, mais Bülow, en visite à Fromentieres, ne revient qu'1 heure plus tard. Il invite alors Enscht et ses accompagnateurs, ainsi que Lohenstein et le colonel Matthes, à faire le point avec lui sur la situation de la 2e armée. Selon le rapport établi par Enscht le 15 septembre et les notes prises par Matthes, Bülow déclare que la situation est extrêmement sérieuse et même dangereuse. Selon lui, après près d'1 mois de campagne, son armée n'est plus en mesure de porter le coup final et décisif. Il explique ensuite qu'il n'a aucune nouvelle de la première armée et que von Kluck est le seul responsable de la dégradation de la situation depuis qu'il a désobéi à l'instruction générale du 5 septembre en franchissant la Marne. La première armée est simplement la seule responsable de la situation actuelle. Enscht prend ensuite la parole et explique, dans des termes calmes et mesurés, que l'armée von Kluck est menacée d'enveloppement, qu'elle ne peut pas s'opposer au franchissement de la Marne et qu'en conséquence, elle doit simplement se replier. Il précise alors qu'il a toute autorité pour ordonner ce repli si nécessaire au nom de l'OHL. À ce propos, Bülow réagit et tente d'expliquer que les Alliés n'ont pas encore exploité la brèche et que la meilleure solution serait d'ordonner à Kluck de se rapprocher de la 2e armée pour protéger son flanc. Enscht rétorque alors que la première armée n'est plus en état d'accomplir une telle manœuvre alors qu'elle est engagée en pleine bataille. C'est à ce moment qu'un aide de camp informe Lohenstein de la situation du flanc droit de la 2e armée et de la retraite du 7e corps d'armée. Pour la première fois, le mot retraite est prononcé. Tous les participants s'accordent alors pour qualifier la situation de von Kluck comme désespérée, personne ne croyant possible l'enveloppement de la 6e armée Monory par le nord. Face à l'urgence constatée au cours de l'entretien, on s'interroge encore aujourd'hui sur le fait que Enscht et ses adjoints soient restés passer la nuit au QG de Bülow, au lieu de remonter immédiatement dans leur automobile pour rallier le QG de Kluck à Mareuil-sur-Ourcq, situé à 80 km de là. Pire, à Dormans, 4 trains de la section téléphonique de la 2e armée et leurs techniciens sont livrés à eux-mêmes, au lieu de tenter d'établir une communication avec Kluck. De son côté, Enscht se contente d'envoyer le message suivant à Luxembourg. Situation de la 2e armée sérieuse mais pas désespérée. L'ensemble du retard cumulé par Enscht tout au long de cette journée a été interprété par certains de ses détracteurs comme une manœuvre visant à laisser la situation se détériorer à l'aile droite pour plus facilement imposer l'idée du retrait à ses interlocuteurs, notamment Kuhl, dont il connaît parfaitement l'ambition et le caractère. Le 9 septembre, entre 5h et 6h du matin, Enscht, Lohenstein et Matthes s'entretiennent une dernière fois. Pour Lohenstein, la 2e armée ne pourra tenir sa position qu'à la seule condition que von Kluck se désengage sur l'Ourcq et vienne couvrir son flanc droit. Si Kluck refuse, Bülow devra ordonner le repli de son armée derrière la Marne.
Après le départ de Hengsth, Bülow, enfin réveillé, reçoit le rapport du lieutenant Berthold de la 23e escadrille aérienne qui confirme ses pires craintes. Avance de 5 colonnes ennemies en direction du nord, dans le secteur entre Montmirail et la Ferté-sous-Jouarre. Sans attendre de savoir ce que Kloek décidera de faire, Bülow ordonne le repli de son armée et en informe Vanhausen et Van Kloek à 9h02. Peu de temps après, il est conforté dans sa décision lorsqu'il reçoit un message du QG de la première armée, l'informant du repli du flanc gauche de celle-ci sur Coulon-en-Valois. Bülow pense alors que ce mouvement est lié à l'intervention de Hengsth, mais celui-ci n'est pas encore arrivé à Mareuil-sur-Ourcq. Toujours est-il que chronologiquement c'est bien Bülow qui ordonne en premier la retraite de son armée. La polémique entretenue depuis lors autour de la responsabilité de Hengsth n'a aucune assise historique. Enfin, Bülow n'envoie un message à l'OHL qu'après midi, en laissant entendre qu'il n'a fait que réagir à une action entreprise par Kloek. Première armée se replie, deuxième armée, d'accord avec Hengsth, suspend attaque qui progressait lentement et gagne rive nord Marne, aile droite à Dormans, envoie renfort extrêmement urgent nécessaire. Pendant ce temps, Hengsth finit par atteindre le QG de Kloek à Mareuil-sur-Ourcq au prix de 1000 difficultés vers midi. Il a dû faire un détour de près de 5 heures suite à l'encombrement des routes par des trains d'artillerie et des colonnes de cavaliers blessés en pleine retraite. À son arrivée, il rencontre immédiatement Kuhl qui lui dresse un bilan optimiste de la situation, notamment en ce qui concerne le débordement en cours de l'armée Monory dans le secteur de Nanteuil-le-Haudouin. Kloek est laissé à l'écart une fois encore, ce qui souligne son rôle de façade dans le commandement de son armée. Kuhl ne semble absolument pas préoccupé par l'avance de la BEF qu'il juge trop lente pour menacer concrètement son flanc sud-est. Hengsth est surpris par l'optimisme de son ancien chef. Il dresse alors un tableau général de la situation des armées allemandes. Il insiste tout d'abord sur le fait que les 5, 6 et 7e armées n'ont pas réussi à percer à Verdun et dans le secteur de Nancy-Épinal. Il passe ensuite à la situation de l'armée de Van Bülow dont la capacité offensive est désormais réduite par les attaques de la 5e armée sur son flanc droit et qu'elle n'a pas retraité mais été repoussée au nord de la Marne. Il présente ensuite le plan de repli général sur une ligne Verdun-Fismes-Soissons et dessine au crayon sur la carte d'état-major de Kuhl les lignes de retraite de la première armée. Kuhl objecte que celle-ci n'est pas en état d'effectuer un tel mouvement et qu'il faut donner sa chance à l'attaque en cours contre Monory. C'est à cet instant que Hengsth l'informe que Bülow a accepté de se replier vers le nord et qu'il est en mission avec les pleins pouvoirs, Volmart, au nom de l'OHL, pour ordonner la retraite si nécessaire de la première armée. C'est un véritable coup de massue pour Kuhl, qui est contraint de se rendre à l'évidence que la décision de Bülow le condamne à suivre la demande de Hengsth et à se replier. Ce n'est qu'à ce moment que Kloek est tenu informé et avec un cœur lourd accepte de se conformer à l'ordre de l'émissaire de l'OHL. On peut s'étonner que cette décision n'ait même pas fait l'objet d'une tentative de communication avec le QG de Bülow pour corroborer les informations fournies par Hengsth au sujet de l'état et de la situation de la deuxième armée. Vers 13h, Hengsth, marqué psychologiquement par son entretien avec Kuhl et conscient de l'ampleur de la responsabilité qui pèse sur ses épaules, quitte Mareuil-sur-Ourcq en direction des QG des 3e, 4e et 5e armées afin de coordonner le mouvement de repli général des armées allemandes. Dans le même temps, Kuhl ordonne le repli général sur Soissons en soulignant que c'est sur ordre de l'OHL qu'il commande une telle action. À 15h45, Moltke est informé par la réception du message de Bülow, puis d'un message de Kloek que la retraite est ordonnée. Il accueille la nouvelle comme une libération. Le plan Schlieffen-Moltke, déclenché 6 semaines auparavant, a échoué. Pour Joffre, le 9 septembre est consacré d'une part au renforcement de la 6e armée Monory, qui reçoit le renfort de la 37e division d'infanterie, mais aussi à veiller à ce que la BEF et la 5e armée poursuivent leur poussée vers le nord, afin notamment que son aile gauche s'empare de Château-Thierry avant la nuit, avec le soutien des cavaliers de Konno. De plus, pour avoir une vision plus claire des intentions allemandes, il ordonne plusieurs vols de reconnaissance pour déterminer les axes de retraite de la 2e armée allemande. Enfin, étant donné la stabilisation générale du front, il rédige à 22h son instruction particulière numéro 20 pour le lendemain, dans laquelle il prescrit à la BEF de pousser vers le nord, entre l'Ourcq et Château-Thierry,
avec le soutien de l'aile gauche de la 5e armée, qui tentera de percer les lignes ennemies au nord de Château-Thierry. Son aile droite bordant la Marne jusqu'à Dormans devra conserver sa liaison avec la 9e armée. À l'analyse de ces ordres, on réalise que, si Joffre a compris l'ampleur du vide en face de la Beffe et d'une partie de la 5e armée, il n'en mesure toujours pas la portée stratégique et reste prudent, ce qui explique que la victoire de la Marne soit restée une victoire inexploitée, pour reprendre l'expression du colonel Goutard. Le 10 septembre, alors que Henst est revenu peu après minuit de son périple, Moltke attend jusqu'en fin d'après-midi pour transmettre l'ordre de retraite suivant. Sa Majesté ordonne, 2e armée se repliera derrière la Vesle, aile gauche à Thuisy. Première armée recevra ses instructions de la 2e. Les premiers éléments de la 7e armée atteindront vers le 12 septembre à midi la région de Saint-Quentin-Sissy. Prendre liaison de la 2e armée en ce point. Moltke laisse à Tappen le soin de gérer l'exécution de ses ordres. Il apparaît comme de plus en plus affaibli psychologiquement et totalement incapable d'exercer ses fonctions. Si les armées de l'aile droite refluent comme convenu, les opérations offensives contre les 4e et 3e armées françaises se poursuivent tout au long de la matinée. Le 10 septembre au matin, Joffre apprend grâce aux interceptions radio que l'aile droite allemande recule. Immédiatement, il donne une série d'ordres aux 4e, 5e, 6e et 9e armées, ainsi qu'au maréchal French pour engager la poursuite. Mais il est trop tard. La pluie a fait son apparition et ralentit les déplacements, tandis que les hommes et les chevaux sont à bout de force, après 5 jours de combats acharnés qui se cumulent avec les 3 semaines de retraite depuis les frontières. Les 11 et 12 septembre, l'aile gauche franco-britannique tente en vain de reprendre contact avec l'aile droite allemande qui se dérobe vers le nord. Le 12 septembre, au nord de l'Aisne, les premiers coups de pioche dans la glaise humide résonnent. Les Allemands commencent à s'enterrer pour stopper les franco-britanniques. La guerre de mouvement n'est pas encore terminée, mais un premier virage est pris. Il va conduire les belligérants vers les rivages de la mer du Nord, où 2 mois plus tard, le front va se figer définitivement jusqu'en mars 1918. Les vainqueurs ne mesurent pas tout de suite l'ampleur de leur succès. Le nom même de la bataille met du temps à se dessiner. On avait évoqué Paris-Verdun, mais Joffre trouve que cela fait trop course cycliste. Mais la victoire a un coup terrible. Après 7 jours d'opération, on compte plus de 21 000 morts, 84 000 disparus, 122 000 blessés dans les rangs français. Les Allemands ont perdu plus de 43 000 morts, 40 000 disparus et 173 000 blessés. Les Britanniques déplorent pour leur part 3 000 morts, 4 000 disparus et 30 000 blessés. Cette hécatombe annonce déjà celle des années suivantes. À cela, il faut ajouter la violence faite aux civils, puisque les Allemands poursuivent, comme en Belgique, la prise d'otages. Ainsi, à Vared, 12 habitants et le curé du village, l'abbé Faussin, sont déportés en Allemagne où ils seront exécutés. À la fin de cet été 1914, le plus meurtrier du conflit, la guerre a définitivement changé de dimension et il faudra 4 années d'offensives stériles pour que les stratèges alliés ébauchent enfin une nouvelle approche pour reprendre victorieusement la guerre de mouvement. L'ampleur de l'échec du plan Schlieffen-Moltke fera couler beaucoup d'encre pendant et après la guerre. Kluck, le grand démissionnaire de sa charge à la tête de la première armée, portera un premier jugement qui en dit long sur le retour d'expérience des officiers généraux allemands. Que des hommes qui ont reculé pendant 15 jours, que des hommes couchés par terre et à demi-morts de fatigue, puissent reprendre le fusil et attaquer au son du clairon, c'est une chose à laquelle nous autres Allemands, nous n'avions jamais appris à compter. C'est là une possibilité dont il n'a jamais été question dans nos écoles de guerre. Ces propos viennent conforter la thèse d'un miracle militaire, mais nous l'avons expliqué, il ne s'est rien produit de tel. Les opérations sur la Marne consacrent l'échec de plus de 20 ans de planification pour vaincre rapidement la France. Confronté pour la première fois de manière empirique à la gestion opérationnelle à cette échelle, c'est tout le système de commandement et de pensée de l'armée allemande qui est coupable de défaillances majeures. Comme le soulignera très bien Joffre dans ses mémoires, les conceptions allemandes de l'Auftragstaktik préconisent que le général en chef, après avoir mis ses forces en place et donné ses ordres initiaux, n'a plus qu'à attendre les résultats d'une partie dont le déroulement lui échappe.
Si cette méthode avait connu un certain succès au XIXe siècle sur des champs de bataille aux dimensions limitées et contre de piètres adversaires, elle n'était plus valable pour gérer des opérations sans l'utilisation à bon escient des nouveaux moyens de communication disponibles au début du conflit. En négligeant notamment leur corps de transmission, les Allemands se sont eux-mêmes privés des moyens d'exercer leur méthode de commandement. À cela s'ajoute le choix calamiteux des officiers généraux en charge de l'exécution de la partie la plus sensible du plan, alors que Schlieffen avait pourtant évoqué la nécessité de confier cette mission à des chefs de guerre de la trempe de Napoléon Ier ou de Frédéric II. De plus, l'état de santé de Moltke et son incapacité totale à exercer ses responsabilités ont joué un rôle décisif, interdisant tout recadrage, pourtant nécessaire, des officiers généraux défaillants ou désobéissant aux prescriptions définies par lui-même. Il est probable qu'un général en chef en pleine forme aurait exercé son commandement avec plus d'efficacité que Moltke et aurait pallié les problèmes de communication à distance par une intervention personnelle auprès de ses subordonnés, non pour éviter la défaite mais pour en limiter l'ampleur. Enfin, la planification allemande comportait trop de risques initiaux, en pariant notamment sur un effondrement rapide des armées françaises d'une part, et sur une lente mobilisation des Russes d'autre part. Cela reflétait un sentiment de supériorité de l'OHL sur ses adversaires, sentiment hérité des victoires faciles lors des guerres d'unification et de la surprenante défaite des Russes face au Japon en 1905. L'OHL n'avait jamais envisagé que ses voisins puissent réformer de manière efficace leur instrument militaire, tant sur le plan doctrinal que matériel. Ainsi, la thèse du miracle apparaît comme un prétexte a posteriori pour, sinon cacher, au moins pour dissimuler l'ampleur des dysfonctionnements allemands, mais aussi et surtout pour rejeter la faute loin des officiers généraux en charge des opérations, et en particulier pour épargner Moltke. Ainsi, bien au-delà des polémiques internes et stériles de l'OHL, les opérations sur la Marne consacrent l'émergence de nouvelles méthodes de commandement pour appréhender l'explosion des critères spatio-temporels des combats et entériner la disparition du concept erroné de bataille décisive. Même si avant la guerre la réflexion allemande paraissait plus avancée que les conceptions françaises, Joffre et son état-major ont fait preuve de manière empirique d'une bien meilleure gestion opérationnelle que l'OHL, pourtant considéré jusqu'alors comme le parangon de la pensée militaire mondiale. Joffre a réussi ce tour de force sans s'appuyer sur une véritable doctrine militaire avant le conflit. Officier du génie, il a mieux apprécié la valeur des progrès techniques pour les intégrer pleinement dans sa manière de commander. Malgré sa cécité quant aux intentions allemandes jusqu'au 25 août et son manque de clairvoyance pour apprécier clairement l'ampleur de la brèche entre les premières et deuxièmes armées allemandes à partir du 8 septembre au matin, il a su mener d'une main de fer les opérations pour contrer le plan allemand en s'appuyant sur un état-major dynamique, réactif et acquis à ses conceptions. Il demeure donc surprenant que sur le plan historiographique, la notion de victoire miraculeuse pour les armées françaises soit encore aujourd'hui colportée à l'envi. Elle marque encore un peu plus le sentiment diffus et infondé d'infériorité de la pensée militaire française face à celle des Allemands. Il est regrettable que le centenaire de la bataille n'ait pas permis de revenir définitivement sur cet héritage et d'analyser à sa juste valeur la réalité de la victoire française en la replaçant dans l'analyse de l'émergence de l'art opératif.